Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce webinaire principalement consacré à la télévision segmentée. Je suis Vanina Prella-Lerminier, journaliste pour la rédaction de Stratégie, et c'est moi qui aurai pour charge de modérer les échanges entre intervenants et également d'être le porte-parole de vos nombreuses questions, puisque je vous le rappelle, tout l'avantage d'un webinaire, si nous ne nous voyons pas, c'est de pouvoir interagir de manière un peu plus forte grâce au chat en bas à droite, sur lequel vous n'avez pas hésité à poser vos questions. On essaiera de les regrouper pour y répondre en fin de session. Ou alors, si l'on constate que une question est complètement dans le fil de la discussion, on la traitera de manière immédiate. Pour commencer, et en attendant encore que quelques personnes se connectent, petit rappel de contexte sur la télévision segmentée. Depuis août 2020, le 6 août exactement, un décret autorise désormais le ciblage publicitaire en télévision, également appelé publicité segmentée. Cette technologie, cette innovation publicitaire consiste à substituer un spot publicitaire de la télévision linéaire par un autre spot publicitaire qui s'adresse à une cible précise en fonction de sa géolocalisation notamment. L'expérience publicitaire devient plus engageante et plus percutante, et fait totalement nouveau, l'innovation a été co-construite par les chaînes de télévision et les opérateurs de télécommunications qui sont en charge de l'exploitation de la donnée, mais aussi du processus technique. Alors, 18 mois après, où en est-on ? Quels sont les premiers pas de la télévision segmentée en France ? Quels conseils pour réussir sa campagne télévisée ? Quel marché ? Pour répondre à toutes ces questions, 3 intervenants ce matin. D'abord, forcément, une chaîne, particulièrement M6, avec Hortense Tomine Desmazures, DGA en charge du marketing et du digital. Hortense, bonjour. Bonjour à tous. Un opérateur également, en l'occurrence Orange, représenté par Béatrice L'Hôpitalier, directrice marketing et data pour Orange Advertising. Béatrice, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être ici. Et la discussion ne pourrait être complète sans une agence média. Donc, nous accueillons également Julien Dominguez, Head of Trading pour Dentsu. Bonjour tout le monde. Et j'ai enfin avec moi David Lu, Inventory Partnership Director pour le Trade Desk, avec qui nous co-organisons cette séquence et qui explicitera toutes les perspectives que l'on pourra probablement imaginer à terme, tant en termes de ciblage que de processus d'achat. Alors, on va commencer par l'essentiel. Peut-être une première question très basique. Béatrice, en tant qu'opérateur, pouvez-vous nous redire rapidement ce qu'est exactement et comment fonctionne la télévision segmentée ? Eh bien, je vais essayer de le faire et de le faire rapidement, puisque c'est surtout ça qui est généralement compliqué, parce que, comme on va le voir durant tout ce webinaire, la télé segmentée aujourd'hui, c'est vraiment une prouesse technologique, une vraie innovation qui a été co-construite entre les chaînes et les opérateurs. Donc, pour faire rapide, ça a été dit, avant 2020, la règle, en dehors de l'exception des chaînes de télévision régionales, c'est que chaque foyer voit la même chose. Il voit les mêmes programmes et il voit les mêmes publicités. Après ce fameux décret du 6 août 2020, les choses ont changé, et dans un même écran publicitaire, eh bien, vous avez des foyers qui vont, on va pouvoir remplacer un spot linéaire par un spot dit adressé. Et ce spot adressé, il ne va pas s'adresser à l'ensemble des foyers, mais à des foyers spécifiques qui vont répondre à des caractéristiques socio-professionnelles ou de géociblage. C'est ça qu'on appelle la télévision segmentée ou la télévision adressée. Alors, ça a l'air simple dit comme ça, mais derrière, en fait, il y a une grosse innovation qui a été faite du côté des opérateurs. Et comment ça marche, en fait ? Comment ça marche ? On va avoir finalement des box, des set-top box, c'est pour ça que l'opérateur est au cœur du sujet, qui élargissent un petit peu leur domaine de compétences, qui deviennent, on pourrait dire, un peu plus intelligentes. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que l'écran publicitaire va commencer. Dans cet écran publicitaire, la box va détecter qu'il y aura éventuellement un spot à remplacer. Ça, elle va le détecter parce que les chaînes de télévision auront fait ce qu'on appelle le marquage des flux. Donc, le flux est marqué, la box va interpréter ce marquage et elle va comprendre que dans cet écran publicitaire, il se peut qu'il y ait un spot qui va être remplacé. La box va faire quoi ? Elle va appeler à ce moment-là
l'ad serveur de la chaîne devant laquelle se trouve le foyer en question. Et elle va demander à l'ad serveur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remplace ou est-ce que je ne remplace pas un spot de cet écran? La chaîne et l'ad serveur de la chaîne va faire ce qu'on appelle l'ad decisioning. En fonction des caractéristiques de cette box, ce foyer est en Île-de-France, le porteur du contrat de ce foyer entre 25 et 49 ans, ou c'est un foyer CSP+, l'ad serveur de la chaîne, à ce moment-là, va envoyer une réponse à la set-top box pour lui dire si elle doit ou non remplacer un spot et à quel endroit elle doit remplacer ce spot. Donc, c'est là où les choses deviennent quand même tout à fait complexes. Et à partir de cette réponse, il va y avoir finalement une cascade de décisions au niveau de la set-top box. D'abord, il va falloir qu'elle télécharge en local sur la box le spot à remplacer, puisque c'est une vidéo et il faut le télécharger. Ensuite, elle va vérifier une chose extrêmement importante. Il faut que la durée du spot remplacé soit exactement la même que la durée du spot broadcast, pour qu'il n'y ait pas de détérioration de l'expérience utilisateur. Et une fois qu'elle aura fait cette vérification, la box va couper le signal broadcast. Elle va le remplacer, pour remplacer le spot, par une sorte de signal unicast qui va se jouer sur la box et donc sur l'écran de télévision du foyer. Et ensuite, à la seconde près, elle va reprendre le signal broadcast, donc la reprise du flux habituel télé. Tout ça se fait à l'image près, à la seconde près, sans couture, sans détérioration de l'expérience utilisateur. Et c'est en fait ça la grande prouesse. Et une fois qu'elle a fait ça, c'est pas fini. La box va renvoyer à l'ad serveur de la chaîne des informations sur la complétion de ce spot pour dire si ce spot a été vu à 25%, 50%, 60%. Et ça, la box le fait pour chaque écran publicitaire et elle le fait aussi à l'échelle de l'ensemble des box qui regardent l'écran publicitaire. C'est dire la dimension, le dimensionnement technologique qu'il a fallu faire pour la télé adressée. Et pour vous donner un chiffre, pour mesurer un petit peu l'ampleur de ce que c'est du côté opérateur et du côté des set-top box, c'est que chez Orange, c'est 15 millions d'ad requests par jour, c'est-à-dire d'ad requests qui sont envoyés à l'ad serveur pour savoir s'il faut ou non jouer et remplacer un spot. Et c'est là où on voit ce dimensionnement et cette prouesse, effectivement, qui a été mise en place entre les broadcasters et les opérateurs. Et donc, en plus de ce rôle technique, on va y ajouter deux autres dimensions. Une première dimension qui est qu'il va bien falloir alimenter les chaînes télé et les ad serveurs des chaînes sur la qualification des foyers pour qu'elles puissent prendre leurs décisions, leur ad decisioning, c'est-à-dire que pour chaque foyer qui regarde la télé, il faut que la chaîne sache justement soit informée en matière de data et sache quels sont les qualificatifs de ce foyer, CSP+, 25-49 ans, petit consommateur télé, pour qu'elle puisse faire sa décision et savoir quel spot elle remplace à ce moment-là. Et la deuxième, ou la troisième plutôt, grosse responsabilité de l'opérateur, ça va être de collecter le consentement de ces foyers parce que évidemment, on ne remplace pas un spot si le foyer n'a pas donné son consentement. J'ai essayé de faire simple et rapide. Avant d'enchaîner sur le déploiement de l'offre, j'aurais voulu recueillir le point de vue d'Hortense qui me disait que c'était quand même extrêmement inédit. On sait que cette typologie de publicité a été déployée dans d'autres pays, mais qu'on avait un caractère assez inédit sur la collaboration opérateur-broadcaster en France. Hortense. Oui, en effet, je tenais à le souligner parce que je pense que cette collaboration donc, entre les opérateurs et les broadcasters est très spécifique à la France. Je ne suis pas certaine que ce soit passé comme ça dans les autres pays. Et je pense que cette collaboration a été vraiment un facteur clé de succès dans la construction de ce nouveau marché. Alors concrètement, comment ça s'est passé? Donc, le décret a été publié en août 2020. Et ensuite, comme l'a expliqué Béatrice, il y a eu tout ce protocole technique qui a été défini et mis en place conjointement entre les opérateurs et les broadcasters, qui a nécessité beaucoup de développement de part et d'autre, également côté broadcaster. Et on peut dire que cette collaboration donc, entre les chaînes de télé, entre la F2M, a été un succès, puisque comme l'a rappelé Béatrice, la substitution est complètement invisible pour le téléspectateur. Donc ça, c'était un pari vraiment risqué, mais c'est un pari réussi. D'autant plus que le marché français est très complexe. Donc, d'avoir maîtrisé cette chaîne technique, ça a été un vrai succès. Le marché français, c'est 4 FAI, c'est plein d'infrastructures différentes, c'est plusieurs régies. Donc, on peut être très satisfait du fait que c'est marché techniquement, que ça ait fonctionné. Et puis, on continue surtout notre collaboration avec les opérateurs
au sujet de la mise à disposition des segments data, de leur définition. On essaie de faire en sorte que ces modes de construction entre opérateurs soient harmonisés. Et puis, on travaille aussi, on y reviendra, je pense, un petit peu après, avec les opérateurs sur la mise en place d'études pour montrer que ça fonctionne et que ça marche. Merci beaucoup. Béatrice, en quelques mots, est-ce qu'on peut faire un état des lieux aujourd'hui du déploiement, de cette, nouveauté publicitaire? Alors, bien sûr, bien sûr, on peut le faire. Ce que je vous propose, c'est de le faire en quelques chiffres clés finalement, qui vont donner, de bons indicateurs sur, là où on en est, de ce marché de la télé segmentée. Le premier, c'est vous l'avez rappelé, hein, c'est, 18 mois, enfin exactement 19 d'ailleurs pour Orange, de 19 mois qui se sont écoulés depuis le premier spot qui a été remplacé. C'était le 16 octobre 2020, sur, une chaîne de France Télévisions et sur le parc Orange. Aujourd'hui, sur le parc Orange, on est à 14 chaînes qui aujourd'hui peuvent faire du remplacement, sur lequel nous avons un accord commercial avec le broadcaster. Donc, dans l'ordre d'apparition, on va avoir les chaînes du groupe France Télévisions, celles du groupe TF1, ensuite M6, évidemment, qui est arrivé très tôt au mois de mars 2021. Et puis, plus récemment, deux nouveaux groupes qui nous ont rejoints avec le groupe Canal+ et le groupe Altis. Ça, c'est le nombre de chaînes. Au niveau du parc, aujourd'hui, il y a 5,7 millions de foyers qui sont ce qu'on appelle publicitairement adressables, hein, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois la box est techniquement éligible. Hein. On l'a vu, ce que fait la box est tellement incroyable qu'il faut que la box soit techniquement éligible et ensuite qui ont donné leur consentement. Sur ces 5,7 millions de foyers aujourd'hui publicitairement adressables, vous en avez 50% qui proviennent du parc Orange, qui est aujourd'hui à plus de 2,9 millions de set-top box qui sont adressables. Les chiffres et les forecasts des chiffres qui sont compilés, je le rappelle, par l'instance représentative des opérateurs qui est l'AF2M, nous projettent à un parc qui va être à peu près de 7 millions d'ici la fin de l'année. Et 7 millions, c'est quoi? C'est plus de 40% aujourd'hui du parc IP télé. Donc, on voit qu'on est maintenant dans un vrai grand dimensionnement, en tout cas en termes de possibilités et d'inventaire. Ensuite, autre chiffre intéressant, c'est 260 millions. Il y a 260 millions de spots qui ont été remplacés depuis ce fameux 16 octobre sur le parc Orange. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y en a 100 millions qui ont été faits lors des 2 derniers mois. Ça montre, et ça commence à montrer l'accélération qui est en train de se faire sur ce marché. Et puis, autre élément aussi important, si on regarde sur le mois d'avril et sur le parc Orange, il y a 70% des foyers qui ont vu un spot au moins une fois remplacé. C'est important parce que ça montre aussi la couverture et le nombre maintenant de foyers qui sont soumis et qui sont exposés finalement à un spot remplacé et qui vivent cette expérience sans d'ailleurs vraiment la voir, puisqu'on l'a vu, c'était sans couture. Et puis enfin, dernier chiffre qui prouve aussi ce déploiement, c'est les 56 segments aujourd'hui que nous mettons à disposition de nos partenaires chaînes, justement pour enrichir cette proposition de valeur, pour enrichir le ciblage et une proposition de segment qui ne cesse de progresser mois après mois, mais je crois que c'est un point dont on parlera tout à l'heure. Et voilà où on en est du déploiement. Et un point important pour terminer, c'est que ces mois-là, on était en phase de MVP. Nous sortons du MVP. Ça veut dire quoi? Le MVP, c'est qu'on pouvait remplacer 15 spots par écran et on était en dehors des grosses audiences parce qu'on voit que techniquement parlant, c'était beaucoup de capacitaires hein, puisque toutes les box appellent les ad-serveurs des chaînes. Aujourd'hui, le prime est ouvert, c'est-à-dire qu'on peut remplacer en prime time depuis le mois d'octobre sur le parc Orange et depuis aussi sur les autres parcs opérateurs SFR et Bouygues Télécom. Et que maintenant, on arrive dans la dernière phase, c'est-à-dire le multispot, de pouvoir remplacer plusieurs spots par écran. Et c'est maintenant que ça se joue à peu près aussi sur l'ensemble des parcs opérateurs aux alentours de ce mois d'avril et mai. Alors, donc, je tiens à préciser à Audrey, dans l'audience qu'on va bientôt arriver, puisque c'est une question qui nous intéresse tous sur les potentialités de ciblage et jusqu'où on peut aller. Mais avant ça, j'aimerais avoir votre avis à tous. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on est content des premiers pas de la télévision segmentée ensemble en France? Est-ce qu'on sent qu'il y a une appétence? Béatrice, je vous laisse peut-être reprendre la main et ensuite je demanderai également à Hortense.
Alors oui, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on est en train de vivre un moment qui est extrêmement intéressant et ce webinaire arrive, j'ai envie de dire, au bon moment. On sent, et c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure quand je vous disais que un tiers des 260 millions de spots remplacés chez Orange s'était fait lors des deux derniers mois. On sent que nous sommes clairement dans une phase d'accélération du marché depuis notamment le mois de mars, hein, et qui s'explique, comme je vous le disais, par le déploiement des 3 opérateurs, par l'ouverture du Prime, par le multispot qui commence à arriver et qui fait qu'on a des inventaires de plus en plus importants. Donc, je pense que tous ces éléments devaient s'aligner pour qu'on en arrive à ce moment d'accélération. Pour vous donner encore une fois quelques chiffres, là, entre le mois de mars et le mois de mai, où on en est, on est à peu près fin mai, on a fait une croissance de plus 70% des remplacements quotidiens sur le parc Orange. C'est hyper important. Donc, on a ce phénomène-là, je trouve, qui est extrêmement positif et qui est très, très enthousiasmant et qui est corroboré par aussi le nombre de provisioning que l'on doit faire des campagnes. Le provisioning, c'est l'ensemble des vidéos et des spots, nous, que l'on doit provisionner en amont, parce que quand on doit remplacer le spot, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut qu'on puisse télécharger le spot sur la box. Donc, plus on provisionne de campagnes, plus ça veut dire que potentiellement, il va y avoir de campagnes qui vont tourner sur nos parcs. Hortense, Hortense, vous êtes d'accord avec cette analyse, cet aspect positif du démarrage de la Oui, télévision segmentée? oui, tout à fait. Alors déjà, le premier bilan qu'on peut tirer, c'est qu'en moins de 2 ans, beaucoup, beaucoup de choses ont été faites, hein. C'est vrai que ce marché est encore récent, il faut le rappeler. Donc, au-delà du protocole technique et avant le lancement des premières campagnes, déjà, il a fallu mettre en place ces accords commerciaux entre les opérateurs et les broadcasters, hein, qui ont été des discussions voilà, assez longues. Et puis, donc après, on a lancé les premières campagnes. Et aujourd'hui, si on devait faire un bilan un petit peu chiffré, du côté du prisme d'M6 en tout cas, donc c'est déjà plus de 200 campagnes qu'on a lancées en télévision segmentée. Ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'on a réussi à capter et à attirer des annonceurs très variés. Tous les types de secteurs aujourd'hui sont représentés. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors après, si je dois citer le top 3 des secteurs qui ont le plus activé de campagnes en télévision segmentée. Donc le premier secteur, c'est le secteur du service. Ensuite, on a le secteur du tourisme-restauration. Et en troisième ex aequo, on a les secteurs de la distribution et de l'automobile. Comme le disait Béatrice, donc 2021, c'était vraiment l'année de test, confirmé que tout fonctionnait bien techniquement. Et 2022, on observe vraiment cette accélération et cette phase d'industrialisation. On remarque que les tickets d'entrée ont fortement augmenté. Ils ont quasiment doublé entre les premiers tests et les campagnes qu'on observe là, depuis 2022. En effet, le mois de mai sera chez nous aussi le mois record, hein, avec une forte accélération. Donc, on espère que chaque prochain mois sera encore plus important que les mois précédents. Et ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est que ce nouveau marché attire toute typologie d'annonceurs, aussi bien des annonceurs qui étaient déjà historiques chez nous, qui faisaient déjà la télévision et qui viennent jouer vraiment la télévision segmentée en complément de leur campagne nationale pour renforcer certaines cibles, comme les petits consommateurs télé, par exemple. Mais on va réussir à capter également des nouveaux annonceurs télé qui ne venaient pas jusqu'à maintenant, parce qu'ils n'avaient pas les tickets il n'avait pas le budget suffisant pour venir en télévision. D'ailleurs, ce split entre les nouveaux annonceurs et les annonceurs historiques est très équilibré, puisqu'on a à peu près 50% de nouveaux annonceurs et 50% d'annonceurs historiques. Et en termes de ciblage, on a des ciblages évidemment très variés. Donc, la géologue est fortement plébiscitée, à peu près à 50%, mais pas uniquement. On a beaucoup de ciblage autour du profil des foyers, des petits consommateurs télé, des foyers en affinité avec certains programmes ou thématiques, et une vraie appétence, et ça c'est ce qu'on observe, des annonceurs locaux qui ont enfin accès à la télévision. Et d'ailleurs, on s'est réorganisé chez M6 pour réussir à capter et adresser ces annonceurs en faisant un deal avec Rossel dans une partie de la France, et puis en restaffant également notre équipe commerciale en région pour pouvoir aller adresser ces nouveaux annonceurs sur la télé. Merci. Alors, je rassure Sophie, oui, on va parler de la mesure. C'est un sujet, je crois, qui tient à cœur de Julien, qui va bientôt intervenir. Alors, justement, côté DSP, côté agence, on est également dans une vision très positive, mais légèrement plus nuancée. David, je crois que pour vous, tout reste encore à venir.
Oui, en effet, Vanina. Donc, côté The Trade Desk, nous sommes ravis de cette prouesse technique, hein. Et vous le savez certainement, et pour rappel, chez The Trade Desk, nous pouvons désormais offrir l'accès à l'inventaire de la télé segmentée sur les principales chaînes de la télévision française, donc M6, TF1 et France TV. Donc voilà, c'est une nouvelle fantastique pour le marché et nos clients, l'accueil avec beaucoup d'intérêt. Nous avons donc aujourd'hui de grands consommateurs qui ont déjà lancé leur première campagne, et je pense notamment aux grandes entreprises de produits et de grande consommation. Et donc voilà, donc la promesse de pouvoir cibler la pub télé de manière beaucoup plus précise que sur la télé traditionnelle devient chaque jour un peu plus une réalité, comme le disaient Hortense et Béatrice. C'est une bonne nouvelle aussi en termes d'efficacité pour les annonceurs, puisque pour les chaînes et pour les chaînes aussi, puisqu'il s'agit de sécuriser, je pense, hein, les revenus en offrant plus de valeur, puisqu'un spot publicitaire ciblé a souvent plus de valeur pour les annonceurs, qui sont donc prêts à payer davantage pour ces placements. C'est aussi une bonne nouvelle pour les consommateurs parce qu'ils sont exposés à des pubs beaucoup plus pertinentes. Et donc, qui dit pub plus pertinente dit aussi pub plus performante. Donc, une bonne chose pour les annonceurs. Une fois qu'on s'est dit cela, il faut être clair sur le fait que voilà, nous ne sommes qu'à la vraiment première étape d'un voyage passionnant, voire même très passionnant. En effet, la véritable valeur de l'achat programmatique ne peut être réalisée que si les décisions peuvent être prises au sein du DSP. Donc, la première étape, c'est l'automatisation. C'est très bien. Maintenant, voilà, c'est comment on fait maintenant pour vraiment amener dans un schéma beaucoup plus programmatique où un acheteur peut effectuer ses achats en se basant sur la donnée au sein de son DSP. Donc, travailler avec des segments dans un premier temps, c'est une excellente première étape. Je pense qu'il y a aussi du travail à faire pour pouvoir l'amener dans du vrai programmatique. Et pour ça, ben, nous aurons besoin de plus de temps pour développer et pour apporter ces améliorations afin d'offrir de réelles capacités de ciblage, d'optimisation, de mesure sur la télé, mais aussi au niveau multicanal. Et voilà, donc je pense que je marque une pause ici. Julien, je sais que vous êtes aussi, positif sur ce premier bilan, mais comme Sophie dans l'audience, vous partagez, le sujet de la mesure. Ouais, je suis assez, moi, je suis assez positif sur ce sujet, d'un point de vue possibilité pour les annonceurs et même on peut en parler pour les téléspectateurs. Moi, j'avais effectivement une petite nuance sur le démarrage, mais Béatrice et Hortense en ont parlé. C'est une innovation qui était très attendue sur le marché certes publicitaire, mais même sur le marché de la télévision au sens large. On était un peu l'exception dans le paysage international. Et il y a eu un effet d'annonce qui effectivement, d'un point de vue opérationnel, il y a eu un certain décalage finalement entre l'effet d'annonce et le déploiement opérationnel, parce qu'on l'a dit, il y avait le MPP, il y avait un énorme enjeu technique aussi de développement. Et c'est vrai que cette première année et demie, a surtout porté sur la mise au point technique, la relation FAI-chaîne, bien sûr, et puis sur le déploiement du parc, puisque finalement, la réussite de la télé segmentée, c'est aussi la capacité à adresser un maximum de gens via cette solution-là. Donc, il a fallu 1 an et demi aujourd'hui pour arriver à quelque chose qui commence à avoir un vrai potentiel. D'ailleurs, ça se rejoint par rapport au constat, c'est qu'il y a une progression sur les briefs et sur les potentielles futures campagnes. Donc voilà, donc il y a cette petite nuance, effectivement, il a fallu 1 an et demi et un décalage entre l'effet d'annonce et la réalité. Maintenant, clairement, comme tout le monde le dit, on passe sur une étape 2 qui est vraiment qui est d'une autre ampleur, où les différents fournisseurs d'accès se sont alignés aussi, les négociations sont plutôt matures. Le dernier opérateur qui n'était pas encore actif commence à l'être. Donc les projections de parcs sont quand même très importantes, ce qui fait qu'on est très confiant sur les possibilités et l'intégration de cette solution-là, finalement, dans la richesse de l'offre vidéo globale. Et ça rajoute quelque part une corde à l'arc que l'on avait en termes de solutions pour les annonceurs. Donc, très confiant sur la suite. Maintenant, oui, aussi conscient des enjeux. Comme toute innovation, tout n'est pas parfait au début, hein, c'est le sens même de l'innovation. Donc, moi, je suis assez positif sur cette innovation. Il nous reste aussi 2-3 petits sujets. Il y a déjà des questions sur le sujet de la mesure, et on va en parler parce que c'est un vrai challenge. Et quand on parle de mesure, il y a à la fois la mesure de la performance, bien sûr, économique ou business, mais il y a aussi simplement la mesure média. Donc ça, c'est un véritable enjeu. Et puis, il y a l'enjeu de l'industrialisation aussi qui est assez clé, puisqu'encore une fois, il y a encore beaucoup d'interventions, beaucoup de manuels finalement dans ce métier-là. Et donc ça va être aussi un véritable enjeu.
Alors, je voulais vous poser une question sur les profils des annonceurs, mais Hortense et Béatrice y ont partiellement, enfin même totalement répondu. On a 53%, si je reprends également mes chiffres du SNP TV, 53% d'annonceurs locaux qui ont effectivement rejoint, en tout cas utilisé la télé segmentée. 52% des campagnes sont géolocalisées. Quels avantages concrets y a-t-il aujourd'hui pour les annonceurs, et pour quel type d'annonceurs d'ailleurs, à recourir à la télévision segmentée? Ça veut dire pourquoi va-t-on vers ce nouvel usage publicitaire? Alors, Julien, peut-être? ouais, je peux continuer dans la foulée. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a globalement deux avantages sur cette solution-là. Et je vais me mettre à la place du récepteur et de l'émetteur. Pour le récepteur, on va parler du téléspectateur. Parce que déjà, globalement, le sens même de la télé segmentée, c'est qu'on sera normalement sur une publicité qui sera plus en affinité avec les attentes de ce téléspectateur. Et vous en avez parlé tout à l'heure, Vanina, je crois, en introduction, sur l'un des objectifs de la télé segmentée. D'ailleurs, c'est aussi le sens du MVP, hein, c'était aussi d'évaluer l'expérience téléspectateur. Après, pour les annonceurs, et en termes de solutions publicitaires, c'est clairement un meilleur contrôle de la distribution des contacts. Quand on dit meilleur contrôle de la distribution des contacts, c'est il y a un sujet très clair dont on parle énormément, c'est le contact utile, ce fameux contact utile, c'est pouvoir s'adresser à la bonne personne sur un sujet sur lequel il sera plus engagé, donc plus réceptif, par rapport, effectivement, en opposition finalement, un petit peu, ou en complément, je vais plutôt dire, plutôt qu'en opposition, en complément à ce que propose aujourd'hui la télé linéaire dite classique. Donc, il y a un véritable avantage sur le contrôle de la distribution des contacts. Et puis après, en termes de solutions aujourd'hui, Hortense en a un petit peu parlé, c'est à la fois des solutions pour les annonceurs nationaux, parce qu'on aura la capacité, on a la capacité déjà d'aller travailler de la complémentarité de couverture. Alors, pour l'instant, c'est la complémentarité un peu théorique, puisqu'on n'a pas encore totalement la mesure, mais en tout cas, elle est évidente. Donc, on a des logiques de complémentarité pour les annonceurs nationaux, voilà, les petits consommateurs télé, des renforts régionaux, éventuellement sur certaines problématiques produits. Et puis, c'est aussi pour les annonceurs, on va dire, avec des logiques géomarketing. Donc, ça soit des annonceurs locaux, soit des annonceurs nationaux quand c'est pour la problématique géomarketing. La télé segmentée a un vrai sens. Donc, voilà un peu les différentes solutions que l'on peut avoir. Et c'est un peu aujourd'hui les avantages que propose la télé segmentée qui viennent finalement, enfin, cette télé segmentée vient un peu faire un travail un peu hybride entre ce que propose aujourd'hui la télé linéaire, qui est qui est un mass média par définition, et puis tout ce que l'on va voir en termes de propositions sur la vidéo, qui forcément est sur l'individualisation. Donc, ça vient compléter, entre guillemets, les solutions et les solutions publicitaires pour les annonceurs et la consommation télévision pour les téléspectateurs. David, alors je tiens juste à dire à l'audience, on a des questions extrêmement précises sur le repiquage d'adresses, sur le sponsoring télé, on y répondra tout à l'heure. Sur le programmatique, je ne manquerai pas d'interroger David et les autres intervenants sur le sujet. Mais avant ça, David, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur l'intérêt, en tout cas, les premiers intérêts que vous avez identifiés sur le recours à la télé segmentée? Oui, donc, en termes d'avantages, donc la télévision connectée ou dans ce cas précis la télévision dans la télévision connectée ou dans ce cas la télévision segmentée, c'est dans un premier temps la possibilité d'avancer, donc on le sait, hein, sur le plus grand écran d'un foyer, et donc de profiter en fait de la puissance de l'image et du son de la télé. Si l'on combine à cela en fait la précision et le contrôle de l'audience auquel on souhaite exposer sa pub, alors on aura une audience encore plus engagée. Donc on arrive à avoir beaucoup plus d'engagement et marquer l'intérêt auprès d'un potentiel audience. Ce qui est certain, c'est que, tu le disais, hein, Julien, ce qui est certain, c'est que pour maximiser le reach, la télévision traditionnelle est excellente. Ça restera très pertinente pendant, je pense, assez longtemps. En revanche, si l'on cherche un reach spécifique, si on souhaite personnaliser un message, alors les outils de contrôle qu'apporte le digital, traditionnel, si jamais on arrive à le transposer aussi sur la télé segmentée, peuvent aider à améliorer l'efficacité et les performances des campagnes de manière significative, et c'est ce qu'offre la télé segmentée aujourd'hui, dans un premier temps, dans cette première étape en tout cas. De plus, là offre aussi une troisième alternative. Il y avait avant les deux options traditionnelles,
donc la télé linéaire et la VOL, qui se déroulait souvent sur un plus petit écran. Donc là, je parle plutôt de la VOL. Et aujourd'hui, le responsable marketing moderne, lui, pourra maintenant élargir sa boîte à outils en intégrant la télé segmentée dans son plan. Donc voilà, donc c'est vraiment, voilà, on offre un peu plus d'outils, beaucoup plus de choix aux clients afin de compléter son plan. D'accord, merci. Merci David. Alors, est-ce qu'on peut creuser un peu le sujet de la mesure, qui est une des attentes, de toute évidence de l'audience? Julie, vous aviez effectivement une réflexion là-dessus. David aussi, est-ce qu'on peut en parler? Ouais, tout à fait. Julien, tu veux y aller? Comme tu veux, vas-y, commence. OK. Bon, alors par rapport à la mesure, donc idéalement pour un annonceur, ce serait enfin, l'idéal, hein, pour un annonceur, ce serait d'avoir tous les canaux numériques connectés et que ces canaux puissent être comparables. Donc l'utilisation de la data aujourd'hui, enfin dans ce schéma joue un rôle clé, car elle permet de prendre la meilleure décision en termes d'opportunités publicitaires et similairement en fait, au display, au mobile et même, au DOH, où nous avons parcouru un long chemin en matière de pub avant d'arriver à on va dire à maturité. La télévision emprunte le même cheminement et donc voilà, effectivement, cela prendra du temps. C'est un domaine qui est très, très, très important, dans lequel nous attendons et espérons voir des améliorations. Et donc voilà, donc aujourd'hui, on assiste à une révolution d'un canal qui était bien établi. Et c'est vrai que voilà, apporter un peu plus de grain à moudre afin que l'on puisse mieux mesurer les campagnes publicitaires, et c'est quelque chose de très important. Ensuite, ce que je peux dire aussi, c'est que voilà, la télévision segmentée et la télévision connectée sont vous le savez tous, de nouveaux canaux. Et côté TTD, nous sommes prêts à nous connecter à davantage d'inventaire et davantage de data à notre écosystème pour offrir aux clients le plus large choix. Chez TTD, nous possédons une data marketplace où nous ajoutons constamment de nouvelles options et de nouveaux partenaires afin que les annonceurs puissent choisir le data provider et la méthode qui soit appliquée pour lancer leur campagne. Vous avez pu le voir, hein, sur les dernières communications, nous avons étroitement collaboré avec les broadcasters. Nous collaborons aussi avec nos clients et d'autres fournisseurs de technologies afin de développer les meilleures solutions pour contribuer à la transition de ces médias traditionnels. Et c'est vrai que voilà, la mesure, c'est ce que nous attendons de plus, et c'est ce qui va vraiment apporter une valeur supplémentaire à la télé. Donc voilà, donc comme vous l'avez compris, hein, il y a encore du travail. Donc voilà, donc après en termes de mesures, quand on pense à la mesure, on pense aussi à la data. Et voilà, donc comme sur le web, hein, les consommateurs sont soucieux de la confidentialité de l'utilisation de leurs données. Et en même temps, ils apprécient la publicité pertinente. Donc on travaille actuellement à combiner les deux, ce qui permet aussi de soulever un autre défi qui aiderait à ce que la mesure naisse sur ce créneau, c'est l'identité. Donc aujourd'hui, on peut parler d'une des approches qui est l'UID, qui est basée sur l'Unified ID 2.0, qui est un identifiant open source que nous avons lancé en 2020. C'est le résultat d'un effort collaboratif et ouvert qui vise à donner plus de contrôle consommateur, tout en permettant la diffusion de publicités pertinentes basées sur la donnée. Cet identifiant a pris un essor, hein, de l'autre côté de l'Atlantique. Je pense notamment aux États-Unis, qui est le premier marché qui a été lancé. Et quant à l'Europe, nous discutons actuellement avec de nombreux éditeurs, annonceurs et broadcasters qui croient et pensent aussi qu'un standard en termes d'identité anonymisée puisse contribuer de manière significative à relever en fait ce défi de la mesure. Julien? Donc voilà. Ah pardon. Non mais c'est bon, j'ai terminé, je m'arrête ici. Ouais, pour compléter le point de la mesure, c'est un vaste sujet. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui nous occupe déjà depuis quelques mois, et je pense que Hortense pourra confirmer. Moi, j'ai envie de différencier deux situations, peut-être un petit peu caricaturales, mais c'est un peu pour un peu repositionner le sujet de la mesure. Selon moi, il y a une petite différence entre un client qui va faire de la télé segmentée en complément d'une campagne télé linéaire classique pour aller chercher un apport de couverture, et potentiellement un annonceur local qui, lui, a une problématique très géomarketing et dont la télé segmentée va être peut-être utilisée justement sans télé nationale. Donc, on a un premier sujet déjà, avant même de parler de mesure d'efficacité, qui est effectivement de mesure de la performance média.
Et ça, c'est un premier sujet effectivement que l'on doit travailler. Il y a des tests en cours, il y a des résultats qui ont été menés. C'est TF1 qui a mené effectivement une étude de complémentarité sur la télé segmentée par rapport à une télé nationale. Donc on sait intellectuellement, on sait que ça a un intérêt. Maintenant, effectivement, il va falloir apporter quelques rationnels. Pourquoi des rationnels? Parce que, alors je ne suis pas là pour faire un jugement de valeur, c'est juste que la télé linéaire, historiquement, est un média mesuré. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des habitudes de fonctionnement sur des critères très quantitatifs. Donc il va falloir effectivement apporter des rationnels complémentaires, donc que ce soit pour un complément par rapport à la télé nationale, mais aussi pour un annonceur qui fait une campagne locale, où là on aura des sujets de complémentarité par rapport effectivement aux autres médias. Nous, en tant qu'agence, on apporte des solutions, mais clairement le marché va devoir en apporter dans les prochains mois sur ce sujet. Et donc oui, c'est un élément assez clé pour qu'on puisse mesurer l'efficacité de nos campagnes et de nos achats. Donc ça, c'est un premier sujet. Après, il y a un deuxième sujet qui est la mesure de l'efficacité, c'est-à-dire les solutions de Drive to Store, de Drive to Web. Là aussi, il y a des mesures qui sont testées actuellement. Et là, c'est en train de se développer. Donc, on va apporter aussi de la complémentarité sur ces sujets-là. Enfin, en tout cas, des systèmes de mesure qu'il va falloir travailler collectivement, parce que c'est des sujets sur lesquels on échange, nous, régulièrement, que ce soit sur la partie programmatique ou aussi sur la partie directe, hein, d'ailleurs, avec les chaînes, pour effectivement amener du rationnel sur un marché qui en a besoin, parce qu'on sait l'importance de la mesure sur l'investissement publicitaire. Voilà, donc ça, c'est un véritable enjeu. Ça va rejoindre forcément des sujets qui sont plus larges, qui sont les mesures cross-média, qui sont aussi des sujets d'actualité voilà, sur le marché des médias. Donc voilà, ça c'est un vrai sujet. Je vais juste rajouter 2 autres enjeux, à mon avis, sur la télé segmentée là. Il y a quand même un sujet d'industrialisation, je vais revenir dessus, c'est peut-être qu'on en parlera aussi avec la partie programmatique, mais l'intérêt pour qu'un marché naissant prenne de l'ampleur, c'est aussi que les méthodologies de commercialisation et les approches soient les plus homogènes et les plus simples possibles. Donc, on a quand même un sujet d'industrialisation aujourd'hui pour qu'effectivement, les investissements, en tout cas, cette solution soit plus facilement activable. Et puis, on a un enjeu de data. Je lis un peu les questions qui passent sur le fil. Il y a les questions de data. Il y a effectivement un véritable enjeu sur l'utilisation de la data et surtout le rapprochement avec des données tierces pour avoir des possibilités de ciblage, bien sûr, plus affines et plus proches des attentes des annonceurs. Ça sera effectivement un enjeu à court, moyen terme. Il y a des projets, il y a des timings. Hein, peut-être qu'Hortense, tu pourras en parler tout à l'heure sur les développements et la chronologie des développements. Mais voilà un peu, pour moi, les 3 enjeux là à court terme sur la télé segmentée, avec notamment ce sujet de mesure. Mesure, data, industrialisation et programmatique. Béatrice, est-ce que vous pouvez déjà me répondre sur la mesure? Qu'est-ce que dit l'opérateur? Qu'est-ce que répond l'opérateur, ou en tout cas vous, sur les sujets de mesure? Alors, je brûlais de répondre à Julien sur les sujets de mesure. Je brûlais de lui apporter beaucoup de bonnes nouvelles. Je pense qu'il a très bien déjà catégorisé les sujets de mesure. Il y a le sujet parce que derrière le mot mesure, il y a beaucoup de choses. Donc déjà, dans un premier temps, j'aimerais qu'on n'oublie pas ce que je disais au préalable, c'est qu'une fois que le remplacement du spot est fait, il y a un certain nombre de KPIs qui sont renvoyés à l'adserveur de la chaîne et qui quand même permettent à l'annonceur d'avoir une mesure de ce qui a été, de la complétion du volume de foyers qui ont été réellement adressés pour sa campagne. Parce qu'on a parfois l'impression que tout ça est à l'aveugle, ça n'est pas à l'aveugle. Donc déjà, il y a une première réponse qui répond à des KPI aujourd'hui du digital. La deuxième chose qui a été dite, c'est effectivement cette mesure, on va dire, qui ressemble au bilan de campagne, qui est très connu du marché de la télévision. Aujourd'hui, chez Orange, et ça a été cité par Julien, on a déjà fait aujourd'hui, on s'est emparé du sujet du côté des opérateurs, et notamment du côté d'Orange, où dès le mois de juin 2021, donc on l'a fait de façon très tôt en fait, on a travaillé sur un POC, sur un test pour un annonceur de la restauration rapide, qui avait fait une campagne linéaire, qui avait mis un complément en télévision segmentée, et ce complément était tactique, puisque l'objectif pour lui était d'aller chercher
les petits consommateurs télé, c'est-à-dire qu'on en revient à cette problématique du contact utile, c'est-à-dire à un moment, effectivement, de pouvoir aussi adresser des gens qui aujourd'hui sur le linéaire sont moins adressables parce que, voilà, plus jeunes ou avec d'autres profils. La télé segmentée apporte cette réponse-là. Donc, côté opérateur, on a cette chance d'avoir une vue multichaîne et de pouvoir effectivement dénombrer le nombre de foyers qui ont été exposés à la campagne linéaire, ensuite de dénombrer le nombre de clients et de foyers qui ont été exposés à la campagne adressée, et ensuite de faire des duplications assez simples entre ceux qui ont été finalement adressés et qui ont vu les deux spots, et du coup de pouvoir calculer la couverture incrémentale que la télé segmentée a pu apporter au linéaire. Lors de ce test avec TF1, qui a été rendu public, dont les résultats ont été rendus publics par TF1, on a sur cette campagne prouvé un apport de plus 5% de couverture de la campagne TV adressée versus la campagne linéaire. Et donc, de prouver cette complémentarité entre ces deux façons d'activer le média télévision. Ça, c'était un premier POC, c'était en juin. Nous, on l'a réitéré côté Orange sur une campagne Orange Maison Protégée qui était faite sur son parc. Et là, de la même façon, et là, on était dans une autre logique puisque ce n'étaient pas les petits consommateurs qui étaient activés, mais c'était des régions tactiques qui étaient arrivées. Donc, en fait, c'était du linéaire avec une surpression locale. Très intéressant. Est-ce que là aussi, on allait gagner en couverture? Et là aussi, on a prouvé qu'on gagnait plusieurs points de couverture entre les deux. Et je pense que ces deux tests sont extrêmement positifs et très importants pour le marché, puisque ça montre effectivement que, la mesure peut être faite grâce aux opérateurs parce qu'ils ont la vue multichaîne et qu'ils peuvent dénombrer à la fois le segmenté et linéaire, et deux, elle a prouvé cette complémentarité qui était évidente, mais je suis d'accord, il faut toujours avoir des chiffres pour prouver parfois certaines évidences. Ça, c'est la première chose. Et vraiment, aujourd'hui, on en est à l'étape d'après, c'est-à-dire des choses qui nous ont été demandées très logiquement par le marché et par les broadcasters qui nous ont demandé, OK, maintenant, faisons un test peut-être à une échelle encore plus large, multi-chaîne, multi-opérateur. Et je pense que c'est les prochaines étapes qui vont arriver pour pouvoir communiquer au marché des KPI qui soient en mesure de les rassurer. Le deuxième point, c'est ce que tu disais, Julien, par rapport aussi au bilan. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut aussi pouvoir apporter des bilans des campagnes télésegmentées au-delà peut-être des KPI qui vous sont renvoyés par les opérateurs. Eh bien, Orange aussi a pris le sujet, et les autres opérateurs également, qui est tout le travail qu'on fait actuellement avec Médiamétrie dans le cadre de tests qui sont des très très gros tests où on va hybrider, c'est-à-dire qu'on va envoyer à Médiamétrie nos logs, ce qu'on appelle la voie de retour opérateur, les logs d'exposition, à la fois sur les campagnes linéaires, sur le replay, et demain sur de l'adressé, qui pourront permettre d'apporter aussi des réponses à ça et de compléter les bilans de campagne linéaire, peut-être par des bilans de campagne téléadressés, si ce POC, si cette industrialisation nous permet de le faire. Autre point et dernier point, la mesure d'efficacité. Encore une fois, les opérateurs se sont déjà emparés du sujet. Aujourd'hui, vous avez SFR et Orange qui se sont associés à Marketing Scan et au magasin U pour pouvoir mesurer sur une campagne linéaire et dans un futur assez proche sur une campagne adressée, est-ce que ma campagne, quand elle a été adressée, va générer un uplift en magasin sur mon produit. Donc, tout ça pour rassurer en fait, et parce que j'entends souvent dire il n'y a pas de mesure. S'il y a de la mesure, alors je comprends que le marché soit très pressé, mais ce sujet est pris à bras-le-corps. Il a déjà fait l'objet de tests, il est en mode industrialisation. La fameuse mesure de reach incrémental, elle est industrialisée chez Orange, et nous pouvons la proposer, et nous la proposons d'ores et déjà à l'ensemble des broadcasters. Alors, autre enjeu catégorisé par Julien et soutenu par les internautes, le sujet de la data. Béatrice, je sais que vous aviez des choses aussi à dire dessus. Alors oui, la data, c'est le cœur du réacteur. Il y a l'aspect technique, il faut savoir remplacer, mais si on remplace sans pouvoir alimenter les broadcasters et donc les annonceurs d'une data pertinente, c'est sûr que la télé adressée aurait moins de pertinence.
Alors, pour commencer, c'est la méthodologie qu'on a mise en place avec les chaînes et que je trouve extrêmement intéressante et qui prouve encore une fois cette co-construction. C'est que très régulièrement, tous les mois, on se voit avec chaque broadcaster pour qu'il nous remonte les besoins du marché. C'est des conversations qu'on a avec Hortense et ses équipes très régulièrement pour que nous, on ait un opérateur, on n'est pas en front. Donc, on a besoin de cette vue pour nous dire si effectivement, quels sont les besoins. On va intégrer ces besoins, on va proposer des méthodologies qui sont liées à notre donnée déterministe, où on va probabiliser, où on va scorer. On va proposer ces méthodes aux broadcasters. Ensuite, on va les harmoniser entre les différents opérateurs pour ensuite proposer des segments. Côté Orange, aujourd'hui, si vous voulez un petit peu un état des lieux, on propose 56 segments aux broadcasters. Donc, dedans, vous avez 3 grandes typologies. Tout ce qui va être lié au géociblage, au code postal, au département, à la région, à la zone urbaine et même à la maille la plus petite qui est l'IRIS, qui est le maillage le plus petit proposé par l'INSEE, permettant de reconstituer par exemple des zones de chalandise. Ensuite, on va nous aussi proposer toute la data qui est issue de notre connaissance CRM, c'est-à-dire on va pouvoir profiler les foyers CSP+, les foyers petits pros. Je voyais dans les questions, est-ce qu'on peut cibler des pros? Oui, aujourd'hui, on peut cibler des petits pros via les opérateurs. Ça va être aussi, est-ce que c'est un foyer propriétaire ou locataire, maison ou appartement? Tout ça, ce sont des choses qu'on propose. Et enfin, et quelque chose qui est très, très intéressant, c'est toute la consommation télé. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'opérateur, il a une vue multi-chaîne, il a une vue linéaire plus les replays. Donc aujourd'hui, on est en capacité de créer énormément de segments sur l'usage télé, les petits, moyens, gros consommateurs de programmes linéaires, où on va agréger tout ce qu'ils auront vu sur l'ensemble des chaînes en programme linéaire, à la fois en linéaire, mais à la fois en replay. Et ça, c'est une vue unique. Et il n'y a que les opérateurs aujourd'hui, via les set-top box, qui sont en capacité de recréer cette intégralité de la vision et de l'usage de la télé. Et c'est ça que nous proposons aussi, et c'est comme ça qu'on peut faire des petits consommateurs télé. Et puis la next step, ça a été dit, c'est l'onboarding. On sait qu'on est très attendu sur le fait de pouvoir croiser nos parcs avec de la donnée client. Et ça, aujourd'hui, je vais vous dire, tous les opérateurs sont prêts. On est prêts techniquement, on a créé les architectures pour le faire. On a trouvé les tiers de confiance, parce qu'il faut un tiers de confiance pour croiser une base annonceur avec une base opérateur. Et ça, on ne le fera qu'avec des opérateurs de confiance et on ne le fera que si on a la certitude de la privacy, que la privacy est respectée. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et ensuite, une fois que ce croisement est fait, on a également créé les routes techniques pour envoyer ces fameux ID avec cette qualification aux ad-serveurs des chaînes pour qu'ils puissent enfin l'utiliser dans la télé segmentée. Donc, en tout cas, si je dois passer un message, c'est que tous ces sujets sont vraiment dans notre roadmap. C'est maintenant sur la table et que d'ici 2022, je suis certaine que l'onboarding avec de la donnée annonceur et peut-être aussi avec de la donnée tierce aura été faite et faite plusieurs fois. Hortense, sur les sujets data onboarding, vous confirmez la position de Béatrice? Oui, en fait, on pense que c'est assez clé. On sent une vraie appétence pour ces sujets-là. Et c'est surtout un axe d'efficacité et de créativité pour les annonceurs. Parce qu'en fait, ça va leur permettre vraiment de travailler la création et le message de façon différenciée en fonction de s'ils s'adressent à des clients ou s'ils s'adressent à des prospects. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent adapter le message en fonction de la cible qu'ils souhaitent toucher. Alors, on a encore un sujet juridique à creuser, puisqu'il faut vraiment que les annonceurs aient obtenu ce consentement. Et pour croiser donc les datas de l'annonceur et de l'opérateur, il faut que l'utilisateur ait donné un consentement pour cette utilisation spécifique. Donc, c'est pour ça que ça prend encore un petit peu de temps, parce qu'il y a ce sujet juridique. Au-delà de la data annonceur, il y a aussi toute la data tiers, les data retailers, les data AAA pour le secteur automobile. Donc, voilà, on sent que c'est encore des chantiers à venir, mais on sent vraiment de la part des annonceurs un vrai intérêt, une vraie appétence pour ces nouveaux segments à venir. Alors, autre grande attente, on le voit dans les commentaires, le programmatique, avec d'ailleurs beaucoup de questions qui sont adressées à David. Je vais quand même d'abord donner la parole à Julien et ensuite je laisserai David prendre le relais. Le programmatique, c'est, voilà, on le voit dans le fil des questions, c'est une attente qui est réelle sur le marché. Vous y avez déjà partiellement répondu.
C'est une attente, oui, parce qu'effectivement, on parle d'industrialisation. À titre, voilà, nous, on a participé effectivement aux tests qui ont été réalisés sur le début de l'année. Moi, je vois aujourd'hui, encore une fois, deux ou trois intérêts qui peuvent expliquer l'intérêt du programmatique. La première chose, c'est à partir du moment où on utilise un DSP, il y a un sujet déjà. Première chose, c'est effectivement l'homogénéisation. Et encore une fois, c'est très important parce que si effectivement chaque chaîne ou chaque opérateur est connecté à un DSP différent, globalement, le programmatique n'aura pas réellement d'intérêt. Donc, il y a un premier sujet qui est effectivement la transversalisation de la solution techno et qu'elle soit homogène selon les solutions. Parce que derrière, il y a quand même une logique de capping, de maîtrise effectivement de la distribution des contacts. Et plus ce sujet aujourd'hui sera unifié, plus ça sera simple effectivement de maîtriser cette distribution de contacts. C'est déjà l'un des aspects prioritaires du programmatique à l'heure actuelle. C'est quand on fait de la vidéo, c'est de pouvoir maîtriser cette distribution. Quand on est sur un marché aujourd'hui qui est en plein déploiement sur la télé segmentée, mais qui fera, vous me dites hein, si je me trompe, je crois que c'est à peu près 30%, alors peut-être un peu plus avec l'intégration de Free, on va dire 30% d'ici fin 2023 des foyers qui pourront être touchés. En fonction des cibles qu'on va avoir, qui vont être plus ou moins, on va dire, réduites, il peut y avoir un risque aussi de multiplication de la répétition. Donc, il y a quand même un vrai sujet de la maîtrise de la distribution de ces contacts-là, et le programmatique peut être une réponse. Le deuxième sujet que je mettrai en avant, c'est, et on le voit bien dans l'évolution du paysage aujourd'hui vidéo, parce que quand je vois toutes les questions aussi à côté, on parle de télé connectée, on parle de télé linéaire, on parle d'OTT, on a eu des sujets aussi qui sont en cours sur la réflexion de Netflix, ça met de la publicité ou pas. Il y a aujourd'hui un paysage vidéo qui est effectivement très large. Le premier point qu'il faut se poser, c'est effectivement la consommation même de la vidéo par la population, par les gens. Et cette approche programmatique peut permettre aussi d'intégrer plus facilement une approche qui est full vidéo, qui va intégrer bien sûr la télé segmentée, de la télé linéaire. Il ne faut pas oublier qu'il y a de la télé linéaire aussi en programmatique. Et bien sûr toute la partie VOL. Donc ça, c'est aussi l'intérêt, c'est d'intégrer et peut-être de mettre la première brique, parce qu'il y a encore d'autres briques derrière, on parlait de mesures, voilà, il y a plein de sujets, mais la première brique a une approche effectivement qui est plus unifiée sur le média vidéo au sens large. Donc voilà un peu les intérêts aujourd'hui du programmatique. Et puis le dernier point, et on vient juste d'en parler, c'est l'intégration de la data qui est quand même aussi l'essence même du programmatique et qui rejoindra les évolutions qu'on aura dans les prochains mois sur certainement l'intégration de third party sur les plateformes. Voilà un peu les sujets que j'ai pour moi autour du programmatique et ce que ça peut effectivement nous apporter. Je te laisse David. Oui, voilà, vous êtes très concerné par ces sujets-là. Alors, quelle est votre réaction? Et ensuite, je demanderai à Hortense de nous répondre. Ouais, sur ce sujet, donc voilà, une solution unifiée et globalisée serait aussi, à mon sens, l'ultime étape, hein. Donc je rejoins Julien sur ce sujet, d'avoir un accès simplifié à un inventaire full vidéo. Donc voilà, vous le savez, un TTD, c'est un DSP omnichannel qui traite la publicité dans son ensemble. Et nous sommes prêts, en fait, nous, à accueillir toute innovation dans ce domaine, mais aussi à collaborer afin d'offrir le plus large choix à nos clients. Donc, tout type d'inventaire, tout type de data. Donc, merci Béatrice de t'être exprimée sur cette partie-là. Et peut-être qu'un jour, on pourra aussi profiter de la data telco afin que nos clients puissent opérer leur campagne de manière un peu plus éclairée, donc en termes de lancement, en termes d'optimisation et aussi en termes de reporting. Donc voilà, donc ce que je disais, c'est que la data, elle est, et Julien et tout le monde est d'accord pour le dire, elle est importante, elle est cruciale pour franchir cette première étape et amener la TVS à maturité. Ça permet aussi, hein, je te rejoins Julien, et j'ai pas plus tard que ce matin des questions sur la répétition, comment ça se passe sur la TVS, et c'est vrai qu'effectivement, voilà, si on arrive à donner donner le contrôle à nos clients sur la répétition afin qu'ils contrôlent mieux leur message publicitaire, ce serait vraiment un vrai plus. Donc demain, hein, on espère et on pense que grâce à notre DSP, un client pourra être en mesure de pouvoir imaginer sa chorégraphie publicitaire, peu importe les devices, peu importe le média, et ainsi lancer sa campagne en sachant qu'il aura toutes les features disponibles et les données qui lui permettront d'optimiser sa campagne afin d'atteindre ses objectifs. Ça peut être
de l'incrémental, ça peut être aussi du drive to store et d'autres. Mais aussi permettre aussi à nos clients d'offrir aussi la meilleure expérience publicitaire à son audience. Puisque pour nous, c'est aussi crucial que nos clients puissent monter des campagnes sans qu'ils soient trop intrusifs auprès de son audience à travers tout son parcours dans le monde digital, quoi. Hortense, je crois que vous rejoignez le sujet de la simplification, vous êtes vraiment en accord dessus. Oui, exactement. Alors, je ne sais pas si c'est mon réseau ou si c'est bon. C'est le mien. Non, je rejoins tout à fait. Nous, vraiment, chez M6, mettre à disposition nos inventaires TV segmentés dans les plateformes programmatiques s'inscrit dans la volonté qu'on a depuis le début de faciliter l'accès de la télévision segmentée à la plus grande part, au plus grand nombre d'annonceurs. Et c'est un de nos grands enjeux au-delà de l'enjeu de la mesure. Alors, au-delà de l'optimisation du média planning, c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'observe, les acheteurs ont de plus en plus besoin d'avoir un accès simplifié à une offre qui est vraiment complexe, qui est fragmentée. Et c'est important de pouvoir leur proposer dans une même interface de piloter l'ensemble de leurs campagnes, qu'elles soient des campagnes en télévision, en vidéo, en display. Ça leur permet de gagner du temps, d'être plus productifs et c'est ce que font très bien les GAFA. En 3 clics, aujourd'hui, on peut acheter une campagne sur Google, sur Facebook. C'est vrai que la télévision est un média qui est compliqué. Donc, donner accès via ces plateformes va dans le sens de simplicité et c'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Donc, chez M6, on a lancé le programmatique, notre offre de programmatique garantie assez récemment, en avril dernier. Donc, on est connecté aujourd'hui à 2 DSP qui sont The Trade Desk et Xandr. On va lancer là un 3e DSP très prochainement. Donc, l'objectif, c'est vraiment que le maximum d'annonceurs puissent accéder à nos inventaires. Et on a déjà plus d'une dizaine de campagnes activées. Et on sent que les agences, en tout cas, plébiscitent fortement ce mode d'achat pour la télévision segmentée. Alors, je voulais conclure avec quelques conseils qu'on aurait pu donner pour réussir sa campagne. J'ai quand même pas mal de questions, dont certaines techniques. Alors, je me demande si on n'a pas intérêt à basculer sur les questions pour répondre aux internautes dans les 10-15 minutes qui nous restent, si ça peut vous aller. Alors, première question, peut-être que pendant que je fais le tri, on peut peut-être afficher celle qui concerne The Trade Desk et qui a été posée par Marion Durand. Et je vais me permettre de reprendre ensuite l'ensemble des questions qui vous ont été posées. Non, donc visiblement, ce n'est pas possible. Alors, c'est moi qui vais les reposer. Voilà, merci beaucoup. Et pendant ce temps-là, je fais un tri des questions. Je vous laisse la parole, David. Ça marche. Donc oui, effectivement. Donc c'est disponible en Deal ID. Donc tous nos tests ont été faits dans ce périmètre-là. Donc il n'y a aucun problème à ce que vous achetez de la télé segmentée à travers des deals. Alors, autre question sur le ciblage qui a beaucoup été évoqué, vous y avez partiellement répondu. Je pense que ça s'adresse à l'opérateur. Est-ce qu'on peut toucher des cibles très CSP+ et B2B? Vous avez parlé des petits pros, mais sur ces segments d'audience-là, est-ce qu'il y a des possibilités également? Alors oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a le champ des possibles est assez important. Les CSP+, c'est une cible qui est d'ores et déjà proposée, et ça depuis le début de la télé segmentée, et qui fait l'objet d'ailleurs qui est proposé par l'ensemble des opérateurs, avec la qualification INSEE, c'est-à-dire qu'on va aller chercher l'ensemble des chefs d'entreprise, professions intellectuelles supérieures pour que l'on va réussir à qualifier par une méthode simple qui est l'IRIS, justement, puisque nous avons la capacité évidente de savoir où est installée la box. Et là-dessus, grâce aux données INSEE qui vont nous donner par IRIS la proportion de ces foyers CSP+, on va pouvoir proposer aux chaînes de cibler les quintiles dans lesquels la proportion des foyers CSP+, est la plus élevée. Aujourd'hui, on le fait sur cette méthodologie qui est l'IRIS, c'est une méthodologie de probabilisation, mais avec une donnée de départ extrêmement robuste et avec aussi, en la croisant avec de la donnée INSEE qui est très robuste. Donc oui, c'est des choses qu'on fait déjà. Merci beaucoup.
Alors, autre question de Guillaume Bellan. Pour que la base soit claire, pouvez-vous me dire s'il y a des différences entre téléconnecté, IPTV ou téléconnecté via une box? Qui souhaite répondre? Alors, je vais peut-être essayer de commencer à répondre là-dessus. Je vais essayer pour que la base soit claire. Donc, la base de la télé segmentée, j'imagine que la question, c'est ça. Quel est le périmètre dont on parle? Et c'est l'IPTV, en fait. C'est les box, c'est les télévisions qui vont regarder leur programme via la set-top box, c'est-à-dire le décodeur de l'opérateur. Je rappelle quelques chiffres qui sont quand même très importants, hein, qui sont issus de l'observatoire du CSA. Aujourd'hui, l'équipe, donc qui est un observatoire de l'équipement TV et de l'usage télé, les Français, les foyers français regardent 62%, 61,4 je crois sur le T2 ou 2021, les derniers chiffres, regardent la télé via l'IPTV, donc via un décodeur et via donc les opérateurs. Donc aujourd'hui, la télé segmentée, eh bien, elle est basée sur cette façon de consommer la télévision. Et on est peut-être effectivement dans une sorte d'exception française du fait effectivement de la puissance et du volume de foyers qui aujourd'hui consomment la télévision via les décodeurs des opérateurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les opérateurs sont un maillon important de cette chaîne dans la construction de ce nouveau marché. Question d'Aurélie Guyot, est-ce que le sponsoring télé peut lui aussi être concerné? Alors, techniquement. Alors, je pense que je vais prendre. Alors, pour moi, le sponsoring télé n'est pas expressément prévu dans le décret de 92 qui a autorisé la télévision segmentée. Aujourd'hui, le parrainage fait partie intégrante du flux live et qui doit être le même sur l'ensemble de la zone de service, sauf cas particulier qui est le cas des chaînes locales et désormais le cas de la pub TV segmentée. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de. Voilà, le décret ne précise rien sur le parrainage. Donc, pour moi, juridiquement, le sponsoring télé n'est pas éligible à la télévision segmentée. Question très technique de Nicolas Sarava. Avons-nous des informations à propos de la possibilité de faire du repiquage adresse lorsqu'on utilise de la géolocalisation? Est-ce qu'il sera bientôt possible d'afficher le magasin le plus proche ou de pouvoir le dire en voix off? Je ne sais pas, Hortense, si tu veux prendre le sujet qui est lié au cadre législatif. La mention de l'adresse, pour la mention de l'adresse, pour un moment, donc comme vous le savez, ce n'est pas autorisé dans le décret. Donc, moi, je n'ai pas d'informations sur l'évolution de ce décret. Après, on ne peut pas mentionner spécifiquement l'adresse, mais il y a beaucoup de choses quand même qu'on peut faire dans la création pour pouvoir. Il ne faut pas que ce soit une mention explicite, mais par exemple, si la concession Porte d'Auteuil s'appelle concession Auteuil, on peut bien dire dans la création retrouver dans la concession Auteuil si ça fait partie du nom du magasin. Donc, il y a quand même pas mal de solutions un peu créatives pour pouvoir rappeler au téléspectateur où est-ce qu'il peut trouver son produit. Mais sur la mention explicite de l'adresse, pour le moment, rien n'est prévu dans l'évolution du décret. Et alors, le repiquage de l'adresse, non, donc ça, on ne peut pas, en tout cas, préciser l'adresse précisément dans la créa, si c'est ça la question. Question sur les télés locales. Est-ce qu'elles peuvent participer à ce nouveau dispositif pour les TPE et PME? Alors, je vais peut-être prendre la question. En fait, il n'y a pas de, on va dire, de problématique technologique à ce que les télévisions locales fassent de la télé segmentée. C'est des discussions qu'on a notamment avec France Télévisions qui ont 24 chaînes locales. Après, c'est la même problématique. Il faut marquer les flux. Il faut que ces flux soient ensuite puissent être interprétés par la box pour ensuite faire le marquage. Donc après, c'est plus une question d'arbitrage entre la pertinence de mettre de la télé segmentée sur des chaînes locales qui elles-mêmes sont déjà quelque part proposent déjà un ciblage par principe, puisqu'elles sont locales, en tout cas un ciblage géographique. Derrière, on peut effectivement y mettre d'autres typologies de ciblage comme on l'a vu. Donc, en tout cas, d'un point de vue technique, c'est tout à fait faisable. C'est des discussions qu'on a avec ce type d'acteurs. Donc, je parlais de France Télévisions, vous avez des acteurs comme BFM qui aussi ont des chaînes locales. Donc, moi, je pense que dans un futur peut-être à moyen ou plus ou moins moyen terme, ce sont des choses que nous verrons sans doute.
Alors, sur la question sur l'international, on s'est vraiment focusé sur la France, qui a quand même un marché très spécifique, par rapport, aux pratiques et résultats d'autres pays. Donc malheureusement, je ne sais pas si en quelques minutes, on pourra répondre, aux enjeux, de la publicité, segmentée au niveau international. On l'a beaucoup fait en phase de prélancement, pour s'appuyer sur des chiffres et des tendances. Là, je crains qu'on n'ait pas le temps, suffisant pour le faire et j'en suis désolée, à moins que les intervenants me Non, disent, enfin, Vanina, ce qu'on peut dire en revanche, c'est qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance que nous. Enfin, je pense au UK, je pense à la Belgique. Et sur le sujet mesure, j'ai pas eu le temps de parler tout à l'heure, mais c'est vrai que bon, il est encore un peu tôt pour adresser des résultats sur le marché français. Mais ce qui est très rassurant, c'est qu'on a beaucoup d'études sur notamment le marché anglais, le marché belge, qui montrent des études très encourageantes, qui montrent l'apport de couverture, la complémentarité avec la TV, mais aussi des études en termes d'impact positif sur la mémorisation, l'intention d'achat. Donc nous, via notre réseau RTL Group, RTL Ad Connect, on s'alimente beaucoup de ces études. Et ce qu'on peut dire, c'est que dans ces pays où ils ont un petit peu plus d'avance, la télévision segmentée fonctionne, hein, et on a des chiffres à l'appui. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais beaucoup de marques qui ont joué le jeu. Donc ça, on a pas mal d'infos. Donc pour les personnes qui ont posé la question, n'hésitez pas à nous interroger après ce webinaire. Et en tout cas, j'aurai des chiffres à vous présenter si vous le souhaitez. Idem pour le reste des questions, puisque le webinaire arrive à échéance. Alors, je vais vous redonner la parole et on va traiter la dernière question que j'avais mise en suspens pour pouvoir faire une pause et répondre aux questions des internautes. Quels conseils, chers intervenants, donneriez-vous aujourd'hui aux annonceurs pour réussir leur premier pas, ou leur pas suivant d'ailleurs, en matière de télévision segmentée? Je laisse d'abord la parole à Julien, puis Béatrice, Hortense et David conclura. Alors, je vais commencer par un conseil qui paraît être évident. Donc, ne m'en voulez pas, voilà. Mais la première question, effectivement, à se poser, c'est au regard de la cible. Il y a une question qui était assez intéressante tout à l'heure, effectivement, Béatrice, tu en as parlé sur la capacité de cibler les ICSP++ ou des cibles B2B. La première question à se poser, c'est effectivement la taille de la cible que l'on pourra, déjà qu'on décide de toucher, et surtout que l'on pourra réellement toucher dans la réalité. Donc ça, c'est la première question, d'évaluer le potentiel avec, soit en direct avec l'opérateur, soit avec son agence, pour évaluer donc ce premier potentiel. Et après, une fois qu'on a forcément défini qu'il y avait un intérêt, qu'il y avait un potentiel, c'est un jeu aussi de calcul, parce qu'il y a une partie achat derrière, forcément, qu'il faut regarder. Et c'est bien d'échanger sur cette logique de contact utile. En gros, l'une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux parfois faire un ciblage plus large, quitte à payer le coût contact moins cher, ou au contraire payer ce contact un peu plus cher, mais sur un ciblage plus réduit, et de pouvoir comparer les deux. Je suis désolé si pour certains c'est un peu technique, mais il y a effectivement juste un rapport média planning à faire sur cette première étape. Et puis, si je me projette effectivement un petit peu, et ça c'est un sujet qui est aussi globalement sur l'ensemble du paysage vidéo, on va avoir une possibilité, d'ailleurs ça commence à être travaillé sur la DCO, c'est bien travailler effectivement, en tout cas d'anticiper. J'ai vu qu'il y avait une question aussi sur l'intégration de cette DCO au sein du DSP, mais je pense que c'est d'anticiper l'aspect créatif, voilà, dans le déploiement des solutions télésegmentées, sans pour autant parler de création ad hoc. Voilà, il y a des solutions qui sont déjà déployées, par exemple, sur la VOL, d'adaptation des créas un peu automatisées. Donc voilà, pour moi, c'est d'abord de bien établir le ciblage pour pouvoir bien définir la bonne stratégie d'achat derrière, bien mesurer sa répétition, et derrière anticiper l'évolution sur la DCO. Voilà un peu les principaux conseils. Mon micro était coupé. Je disais merci Julien et je donnais la parole à Béatrice ou Hortense. Du coup, je vais prendre la suite. Alors moi, les experts du conseil, c'est pas les opérateurs, donc je vais pas donner de conseils particuliers, si ce n'est que rappeler que l'opérateur
dans la télé segmentée a un rôle de facilitateur et d'innovation. Et c'est ce qu'on a essayé de prouver en co-construisant ce marché. Donc, ce que j'ai déjà, j'ai envie de dire 2 choses. La première, c'est de surtout pas brider les use cases. On est en train d'ouvrir la voie entre la digitalisation du média télé, donc en fait ces allers-retours entre la télé linéaire et la télé segmentée qui se digitalise, plus la vidéo. Donc les use cases, on les connaît pas tous, on est en train de les construire. Faut pas se brider parce que sachez une chose, c'est que l'opérateur s'emparera du sujet. Et essaiera d'y apporter des réponses. Ça, c'est une certitude. Et avec l'ensemble de nos intelligences, annonceurs, agences, broadcasters et opérateurs, je suis certaine qu'on arrivera à trouver des solutions, de nouvelles solutions, de nouveaux use cases, de nouvelles façons et de nouveaux scénarios très pertinents pour l'avenir. Et la deuxième chose que je voulais dire, et qui est un peu en réponse à ce que disait Julien, et j'ai le sentiment parfois, une petite peur qu'il n'y ait pas assez de volume, je voudrais quand même rappeler quelque chose, parce qu'on n'a pas parlé d'audience planning, j'ai entendu le mot média planning. La télé segmentée, c'est l'audience planning à la télévision. Et aujourd'hui, je trouve que la télé segmentée, elle apporte une dimension, une toute nouvelle dimension à l'audience planning, parce qu'elle apporte au ciblage digital finalement, toute la puissance instantanée de la télévision. La télévision, c'est un média de l'instantanéité, et cette instantanéité, cette masse, elle l'apporte aussi au ciblage. Moi, je voudrais dire que, et on le voit nous en tant qu'opérateurs, certaines campagnes, et je pense qu'Hortense pourra confirmer ses propos, certaines campagnes sur des cibles peuvent être délivrées en très très peu de temps en télévision, et notamment si vous y mettez en plus un écran qui est en prime time. Et ça, c'est important parce que ça donne une nouvelle aussi dimension à l'audience planning que l'on ne connaissait pas auparavant, et c'est grâce à la télévision que l'on peut avoir cette dimension. Merci beaucoup. Donc j'enchaîne. Alors moi, j'aurais 3 conseils. Le premier conseil, rapidement, c'est de mettre cette data donc, au service de la créativité. Là, on a un champ des possibles qui est incroyable, avec de belles opportunités. Et d'autant plus qu'on sait que la créativité aujourd'hui, c'est un des drivers, des top drivers de l'efficacité publicitaire. Et du coup, si on arrive à concilier pour un annonceur créativité et ciblage, on est à peu près sûr que c'est le combo gagnant pour générer encore plus d'efficacité. Donc finalement, l'enjeu pour les marques, ça va vraiment de trouver le bon équilibre entre la qualité de la création, la spécification du message et le coût réel de la campagne pour que cela finalement ait du sens pour le téléspectateur final. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de tester. D'essayer. La télévision segmentée, c'est un ticket d'entrée qui est bien plus abordable que celui de la télé. Donc, c'est l'occasion de tester des choses sur des segments qui sont disponibles en dehors du socio-démo qui est propre à la télévision linéaire. Donc, c'est l'occasion de se lancer, de découvrir et d'essayer. Et puis, le troisième conseil, donc là, en tant que régie publicitaire, c'est de ne pas hésiter à nous solliciter, même très fréquemment. C'est un marché en construction avec des évolutions qui sont très rapides, qui sont fréquentes, des nouveaux use cases, des nouvelles possibilités. Donc, on est absolument ouvert à partager les avancées, à accompagner les annonceurs, à expliquer, être encore plus pédagogue pour nos clients et nos agences. Et je pense vraiment que la communication, la collaboration, l'échange sont absolument clés. Et le message de fin, en ce qui me concerne, c'est de dire que finalement, autant que nous sommes, que ce soit régie, annonceur, agence, il faut qu'on soit très souple et adaptable parce que c'est tout nouveau et qu'on va apprendre tous ensemble. Donc voilà, la souplesse et l'adaptabilité, ce sera le mot de la fin pour moi. Merci beaucoup, Hortense. Et le dernier mot de la fin, c'est vous qui l'avez, David. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ouais, donc moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment, hein. Et ce que je peux ajouter aussi, c'est que voilà, vous l'avez très bien compris, la révolution est en marche, hein, au niveau de la télévision. Donc voilà, je pense que pour les clients, les annonceurs qui ont bien qualifié leurs besoins et qui pensent que la TVS est vraiment le bon médium pour leur campagne, c'est de s'y mettre. S'ils ne sont pas déjà mis, c'est de s'y mettre dès maintenant. Rentrer dans cette phase de test and learn. Je pense que c'est la meilleure façon d'appréhender en fait cette nouveauté. Donc voilà, vous le savez, hein, ça a été dit, il y a plusieurs campagnes ont été lancées, hein. Aujourd'hui, nous avons plusieurs clients qui ont lancé des séries de campagnes avec des objectifs différents. Ça peut être des objectifs de reach incrémental, de branding, voire même de drive to store pour certains qui ont voulu nous challenger et bien d'autres. Et ce que je peux dire, c'est que voilà, pour chaque campagne lancée, nos clients
ils gagnent et ont gagné un avantage, on va dire un avantage significatif en termes de meilleure compréhension sur le fonctionnement de la TVS, leur permettant aussi de mieux, on va dire, affiner leur approche et de tirer profit du meilleur parti, enfin de cette opportunité qui est la TVS. Et comme vous l'avez très bien compris, des nouvelles choses vont arriver, des nouveautés vont arriver, donc c'est maintenant qu'il faut s'y mettre afin de ne pas louper le train qui est déjà en marche, quoi. Bon voilà, donc le mot de la fin pour moi. Merci beaucoup David. Alors vous avez été, je vous remercie tous, je remercie les intervenants, je remercie également le public. Vous avez été 150 à nous suivre ce matin sur ces sujets-là. Prochain webinaire dédié au sujet de la télévision, toujours co-organisé par le Trade Desk et Stratégie, sera le 13 septembre. Donc je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir et bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir, bonne journée.